Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition de l'Africa Tonight. Voici les titres de l'actualité. Vers une modification de la loi électorale au Burkina Faso, à 5 mois des prochaines échéances électorales, un avant-projet de loi a été proposé pour permettre aux déplacés internes de voter dans leur commune d'accueil, une disposition qui concernerait plus de 6% de la population. La 14e édition du Forum des opérateurs pour l'émergence économique en Afrique, FOGECA, se prépare à Dakar. À l'approche de ce grand rendez-vous qui se tiendra en novembre prochain, son initiateur, Amadou Diagne, a entamé une tournée africaine pour sensibiliser les acteurs des secteurs publics et privés. Et l'Union africaine devrait accueillir à la mi-2022 le premier site de fabrication de vaccins de la société BioNTech. Un accord vient d'être signé avec le gouvernement rwandais et l'Institut Pasteur de Dakar. Un pas de plus dans l'amélioration de la sécurité sanitaire en Afrique. Mais tout d'abord, la République du Congo perd l'une de ses personnalités politiques. L'ancien chef du gouvernement, Clément Mwamba, est décédé ce vendredi 29 octobre à Paris, à l'âge de 77 ans, des suites d'une maladie. D'après certaines sources, il s'agirait de la Covid-19. Rappelons que Clément Mwamba a occupé le poste de ministre des Finances de 1992 à 1993 sous le président Pascal Lissouba. Il a aussi été Premier ministre du président Denis Sassou Nguesso de 2016 à mai 2021. Également dans l'actualité au Gabon, le verdict est tombé pour Brice Lacruche Alianga. L'ancien directeur de cabinet du président Ali Bongo Ondimba a été condamné ce vendredi 29 octobre à 5 ans de prison ferme et à une amende de 5 millions de francs CFA pour obtention de documents administratifs sur base d'une fausse déclaration. Ses avocats devraient faire appel de cette condamnation. Ils ont également annoncé vouloir saisir les Nations Unies pour dénoncer une détention arbitraire. Notons que d'autres épisodes judiciaires contre l'ex-bras droit du chef de l'État gabonais pourraient survenir dans les prochains jours, car ce dernier est en détention préventive depuis bientôt 2 ans pour des accusations de détournement de fonds publics et de blanchiment d'argent. Et de Troyes, en Guinée, la Commission économique des États de l'Afrique de l'Ouest a envoyé une nouvelle délégation de l'organisation à Conakry. Il s'agit de la 3e depuis le coup d'État militaire du 5 septembre. Cette mission est conduite par le patron de la CEDEAO, Jean-Claude Cassibrou. Elle a débuté le 28 octobre et doit rester jusqu'à ce samedi 30 octobre. Objectif affiché, accompagner les nouvelles autorités guinéennes pour mener à bien et dans les meilleurs délais la transition politique. Rappelons qu'en septembre dernier, la CEDEAO avait annoncé des sanctions ciblées contre les auteurs du putsch en sommant les nouvelles autorités d'organiser des élections dans les 6 prochains mois. Le Burkina Faso se prépare à la tenue des échéances électorales, à savoir les élections communales et régionales fixées à mai 2022. Un avant-projet de loi modifiant le code électoral a été initié par le gouvernement le 27 octobre pour permettre aux déplacés internes de voter dans les communes d'accueil lors des prochaines élections, une disposition qui concerne 1,4 million de personnes. Plus de détails avec Mildred Diamou. La démocratie est en marche au Burkina Faso. Le pays veut inclure les déplacés internes dans le processus électoral. Le 27 octobre 2021, le gouvernement a adopté un avant-projet de loi qui devrait permettre aux 1,4 million de déplacés internes du pays de voter dans leur commune d'accueil lors des prochaines élections communales et régionales prévues en mai 2022, d'après une annonce du ministère de l'Administration.
La Commission électorale nationale indépendante sera chargée de faire un état des lieux de la situation au Premier ministre qui va saisir le Conseil d'État pour que ce dernier constate les cas de force majeure ou de circonstances exceptionnelles qui rendent impossible la tenue de l'élection. Après le délibéré du Conseil d'État, la liste sera portée à la connaissance de tous les acteurs politiques et de tous les observateurs au plus tard 90 jours avant le scrutin. Au Burkina Faso, l'insécurité a privé des milliers de déplacés de leur droit de vote. Des milliers d'habitants ont fui les attaques terroristes qui persistent dans certaines régions du pays. En fuyant les attaques, ces déplacés laissent derrière leurs papiers d'identité des documents nécessaires lors du vote, ce qui rend impossible leur participation au scrutin. C'est un projet qui était attendu par un certain nombre d'acteurs, notamment de la société civile, parce que lors des élections de 2020, je pense que les grands oubliés, les grands absents, c'était ces déplacés qui avaient fui leur village, commune ou ville à cause de l'insécurité. Et les partis politiques ont décidé de corriger cela. Ils ont eu un dialogue politique à 2 reprises entre l'opposition et la majorité, ce qui a abouti à ce consensus qui est introduit désormais pour la modification du code électoral afin effectivement de permettre à ces personnes déplacées, leur droit électif va être respecté. Ça, c'est un acquis, mais on sait aussi que la situation peut évoluer sur le terrain et ce qui est probable vu l'évolution actuellement des attaques à l'est et dans le nord du pays. Le projet de loi permettant aux déplacés internes de participer au processus électoral au Burkina Faso s'inscrit dans le cadre de la concrétisation des promesses faites lors du dialogue politique. Les autorités s'engagent à prendre des dispositions pour régler les problèmes liés à l'organisation du scrutin dans les localités affectées par l'insécurité. La liste des sanctions internationales contre le Soudan s'allonge après la décision des États-Unis de suspendre son aide de 700 millions de dollars. C'est au tour de la Banque mondiale. L'Union européenne y songe également. Quant à l'Union africaine, elle a décidé de suspendre le pays de ses instances. Alors, quelles peuvent être les conséquences de ces sanctions sur le Soudan, dont la situation économique est déjà en berne? Élément de réponse avec Philomène Tine. Au moment où les arrestations se multiplient au Soudan suite au coup de force militaire qui a dissous mardi 26 octobre les autorités de transition, la pression internationale s'accentue sur le pays. La communauté internationale n'a nullement manqué d'appliquer des sanctions aussi bien d'ordre diplomatique qu'économique contre le pays. Lundi 25 octobre, le département d'État américain avait déjà procédé à la suspension d'une aide financière de 700 millions de dollars à la transition soudanaise. La Banque mondiale a interrompu mercredi les décaissements pour les opérations au Soudan. L'Union africaine a également décidé mercredi 27 octobre la suspension du pays de toutes ses instances. Il est évident que cette rupture de l'ordre constitutionnel vient remettre en cause les programmes économiques et financiers dont le Soudan a bénéficié. Déjà en septembre, la conférence internationale sur la reconstruction du Soudan qui avait mobilisé des financements importants permettant de réduire le taux d'endettement de ce pays. Et le Premier ministre Abdallah Hamdok, grâce à son leadership et également à son passé à la Banque mondiale, a permis de mobiliser des financements importants. Donc un tel coup de force va permettre alors un recul lors de la transition économique et même politique en cours. Mais ce qui serait souhaitable, c'est que la communauté internationale puisse faire la part des choses. Il faut cibler notamment les officiels, ceux qui sont l'objet du coup d'État, et non prendre en compte la population soudanaise qui a souffert le martyre des 30 années du régime de El-Béchi. Avant ce récent coup d'État, le Soudan s'était engagé dans un programme de réforme économique qui lui avait ouvert la voie à l'apurement des arriérés et à l'éligibilité à l'allègement de la dette. Ce coup de force met en péril ce soutien international alors que la transition civile avait permis au pays de sortir d'un isolement du système financier et diplomatique international durant 3 décennies. En réalité, les ouvertures qui ont été faites par le gouvernement du Premier ministre Hamdok, notamment la réaffirmation de la laïcité de l'État, la question des droits des femmes, la collaboration du Soudan dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, étaient des gages, des garanties sûres pour la communauté internationale. Donc on peut comprendre dès lors qu'aujourd'hui cette communauté internationale
semble être abusée par le coup de force intervenu au Soudan. Donc de telles sanctions seront tout à fait graduelles. La situation reste tendue au Soudan. La quasi-totalité des dirigeants civils ont été arrêtés. Au moins 7 personnes auraient trouvé la mort et plus de 140 autres blessés lors des manifestations. Par ailleurs, le Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine, dans un communiqué publié mercredi 27 octobre, annonce l'envoi d'une mission au Soudan pour dialoguer avec toutes les parties en vue de trouver une solution amiable à l'impasse politique actuelle. La capitale sénégalaise Dakar se prépare à accueillir la 14e édition du Forum des opérateurs pour l'émergence économique en Afrique, FOGECA, prévu le 27 novembre prochain. Un grand rendez-vous qui réunit les opérateurs du secteur privé ainsi que les institutions. Le président de ce forum, Amadou Diagne, a entamé une tournée africaine pour sensibiliser les acteurs des secteurs publics et privés. Plus de détails dans ce sujet de la rédaction. La 14e édition du FOGECA se tiendra le 27 novembre 2021 à Dakar. Pour ce grand rendez-vous qui encourage le secteur privé africain, toutes les batteries sont mises en place pour réussir cet événement. Le président du FOGECA, Amadou Diagne, effectue une tournée à travers le continent afin de sensibiliser les acteurs du secteur privé, mais également les chefs d'État. Et comme à l'accoutumée, à la veille de chaque forum, nous sillonnons l'Afrique pour rencontrer les chefs d'État, les institutions internationales, le secteur privé, la jeunesse africaine, pour une forte sensibilisation, évidemment, autour du thème qui va nous réunir à Dakar le samedi 27 novembre prochain. La jeunesse africaine dans la relance de l'économie post-Covid-19, les enjeux et défis du secteur privé dans la relance économique du continent, la Cour commune de justice et d'arbitrage de l'OHADA, les enjeux de sécurité juridique des affaires en Afrique sont les thèmes qui seront abordés lors de la 14e édition du FOGECA. L'Angola sera pays invité d'honneur, de même que le Togo, le Congo-Brazzaville et évidemment le Bénin. Sur 14 éditions, le Sénégal en a abrité 9, donc c'est une belle occasion pour nous pour remercier le président Macky Sall d'avoir accepté d'accueillir ce forum pendant une dizaine d'années. Notons par ailleurs que la 14e édition du FOGECA, comme toutes les précédentes, ne va pas déroger à la règle, celle de primer des entrepreneurs africains qui se sont distingués au cours de l'année 2021. Une cérémonie qui se tiendra lors d'une soirée de gala pour clôturer l'édition. C'est une avancée dans la sécurité sanitaire du continent africain. La société BioNTech a signé le 26 octobre un protocole d'accord avec le gouvernement rwandais et l'Institut Pasteur de Dakar. Cet accord doit permettre la construction du premier site de fabrication ARN messager en Afrique d'ici mi-2022. Reportage de notre correspondant au Rwanda, Fraterne Dakeisenga. Le gouvernement rwandais et celui du Sénégal ont signé ce 26 octobre un protocole d'accord avec la firme allemande de biotechnologie BioNTech pour lancer la construction des usines de production de vaccins à base d'ARN messager. Au début, les usines vont produire des vaccins contre la Covid-19, le paludisme et la tuberculose. Nous sommes très ravis de pouvoir collaborer avec la firme BioNTech pour cette initiative inédite dans le contexte de la stratégie panafricaine menée par l'Union africaine et le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. La tâche qui est la nôtre maintenant est de faire très vite pour mettre en œuvre ces accords. Pour le Rwanda, le début des travaux de construction est prévu pour la mi-2022 et l'usine sera établie dans la nouvelle zone économique spéciale de Kigali. L'accord signé entre BioNTech, l'Office rwandais de développement et l'Institut Pasteur de Dakar stipule que dans un premier temps, c'est BioNTech qui gérera le site industriel, mais il prévoit la formation rapide du personnel local ainsi que le transfert du savoir-faire et de la propriété du site à des partenaires locaux. Cela veut dire que le multilatéralisme et la coopération internationale sont nos meilleures chances de succès quand nous sommes ensemble. Cela veut surtout dire que ce que nous pouvons faire ensemble est déterminant dans le futur de nos sociétés. Cela surtout veut dire que ce que nous n'arrivons pas à faire ensemble, nous le ferons mal ou nous le ferons tout simplement pas. Voilà pourquoi aujourd'hui, plus que de vaccins, plus que de produire un vaccin, plus que de santé,
il est question de nous ensemble, du futur de nos sociétés, pour qu'ensemble nous continuions à les construire. C'est l'exemple le plus vivant que vous êtes en train de démontrer. À ce jour, seul 1% des vaccins administrés sur le continent sont produits en Afrique, mais l'Union africaine affiche des objectifs ambitieux en la matière, parlant de 60% en 2040. Après le Rwanda et le Sénégal, ce sera le tour de l'Afrique du Sud pour signer ce genre d'accord avec BioNTech. La capacité de production de l'usine rwandaise sera de 50 millions de vaccins par an. Remettre les petits exploitants au cœur des systèmes alimentaires, c'est le souhait formulé par le Fonds international de développement agricole, FIDA, à quelques heures de l'ouverture de la COP26 qui débute ce dimanche 31 octobre à Glasgow. Une requête primordiale face au changement climatique qui oblige les paysans africains à repenser leur culture. Un sujet de Ange Leménion. À quelques jours de la COP26 en Écosse, le Fonds international de développement agricole plaide pour d'importants investissements en techniques, semences et formations. Les petits exploitants agricoles du continent africain vont devoir investir et repenser leur culture face au changement climatique. Pour le FIDA, ils doivent délaisser notamment le maïs, gourmand en eau. Des cultures s'en sortiront mieux, comme le manioc, l'arachide, les haricots, le sorgho et le millet, précise l'organisation. Préserver nos ressources naturelles et enrayer le déclin de la biodiversité est aujourd'hui une urgence absolue. Accélérer l'adoption des solutions basées sur la nature, de l'agroécologie et de l'agriculture de précision constitue un levier de transformation puissant. Il faut remettre les petits exploitants au cœur des systèmes alimentaires. Ils doivent pouvoir vivre dignement de leur travail et leur contribution à la pérennité du vivant doit être reconnue. Pour le FIDA, les perspectives sont sombres pour tous. Entre 2040 et 2069, les températures sont attendues en hausse de 2 degrés Celsius, voire plus, jusqu'à 2,6 degrés Celsius dans certains endroits. Dans le même temps, les précipitations vont devenir plus rares et erratiques avec les inondations, menaçant les cultures et la stabilité des sols. Des investissements soutenus et ciblés seront décisifs pour un impact durable au niveau mondial, national et local. Nous devons redoubler d'efforts pour qu'une seule santé devienne une réalité. Le FIDA précise dans son rapport que tous ces changements impliquent d'importants investissements en techniques, semences et formations. Elle rappelle qu'avoir des outils pour transformer les récoltes, par exemple en farine ou chips de manioc, présente l'avantage d'éviter que les cultures ne se gâtent, tout en augmentant potentiellement les revenus des fermiers. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.